Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là cet après-midi pour la deuxième séquence de la fabrique de la diplomatie cet après-midi. Cet après-midi, là maintenant, c'est la diplomatie culturelle. Et le titre, c'est le soft power, l'arme des faibles. Est-ce qu'on va faire du soft power parce qu'on ne peut pas faire du hard power? Au Quai d'Orsay, c'est une des thématiques qu'on appelle donc la diplomatie culturelle ici. Vous allez avoir 3 intervenants et une modératrice pendant 1 heure avec vous. Donc Chloé Morel, qui est la modératrice de cet après-midi. Elle est chercheuse associée à Paris 1 et à Paris 4. Merci beaucoup. Nous rejoignent aussi Malik Ndiaye, qui a atterri de Dakar hier soir, qui repart demain. Donc il est venu exprès pour vous cet après-midi. Il est conservateur au musée Théodore Monod d'art africain à Dakar, directeur artistique de la Biennale de Dakar. Merci beaucoup. Vient également Eva Nguyen Bin, la présidente de l'Institut français. Eva est une diplomate de carrière, elle était ambassadrice, notamment au Cambodge, et maintenant elle préside cette formidable institution qui est à la fois basée à Paris, mais qui a un réseau fantastique dont elle va nous parler, l'Institut français. Et last but not least, Gilles Pécou, qui a un parcours assez fantastique à la fois dans la recherche et dans la pratique, professeur d'université, qui a été recteur de Paris, qui a été ambassadeur en Autriche et qui est maintenant président de la Bibliothèque nationale de France, le premier établissement public culturel en termes de budget en France. Merci beaucoup, vous avez 1 heure. Merci. Bonjour à tous, donc merci d'être venus si nombreux pour cette table ronde. Donc cette table ronde, pendant 1 heure, nous allons parler du soft power, donc par opposition avec le hard power, qui est la puissance militaire, qui est déterminante dans les conflits. Mais par opposition au hard power, on parle du soft power, donc la puissance douce, la puissance culturelle, l'influence, qui peut passer par le cinéma, la littérature, l'école, l'éducation, la diplomatie culturelle, la francophonie, les musées, les bibliothèques. Donc on pourra parler de tout cela avec nos 3 invités de grandes marques. Chacun, ils pourront donner des exemples précis par rapport à leurs expériences personnelles dans différents pays, par rapport à leur expertise et les thèmes qu'ils connaissent bien. Donc le soft power, effectivement, c'est très important dans les relations internationales. Il n'y a pas que le hard power. On parle souvent des États-Unis depuis 1945, qui sont la première puissance mondiale avec leur armée, mais aussi soft power. Alors, est-ce que c'est l'arme des faibles? Peut-être, parce que peut-être ça nécessite moins d'organisation qu'une armée, mais ça passe par la littérature, etc. Mais c'est aussi peut-être l'arme des forts. On verra ce qu'en pensent nos 3 invités, parce que les États-Unis, depuis 1945, ils ont aussi manié le soft power, et ça, c'est parce qu'ils étaient la première puissance mondiale, avec leur cinéma, leur mode vestimentaire, leur musique, l'américanisation culturelle dans le monde. Et face à ça, justement, il y a l'exception française, l'exception culturelle française, qui est représentée donc par l'Institut français ou par le réseau des ambassades, de consulats ou les grandes bibliothèques comme la BNF et les musées. Donc tout cela, c'est très important, l'exception française, la diplomatie culturelle de la France. Et donc, on va tout de suite, je vais vous présenter plus en détail nos 3 intervenants et ils pourront présenter, grâce à leur expérience, comment ils ont pu œuvrer à promouvoir cette exception culturelle française et le rayonnement de la France par la culture dans le monde et d'autres pays aussi. Alors, tout d'abord, je vais détailler tout ce qu'a fait Monsieur le Président donc Gilles Pécou, qui est actuellement président de la BNF depuis avril 2024 et qui a auparavant une riche expérience variée puisqu'il a été recteur de l'Académie de Paris de 2016 à 2020 et à ce titre, il a œuvré à promouvoir, il a eu à cœur de promouvoir la démocratisation éducative et culturelle, c'est un enjeu important. Il a aussi été ambassadeur de France en Autriche de 2020 à 2024 et ça c'est un pays clé parce que c'est un pays un petit peu qui fait le pont entre Est et Ouest pendant la guerre froide. Il a joué un rôle important, même si on est maintenant post-guerre froide. Il a aussi été directeur du département d'histoire de l'ENS de 2010 à 2014, pendant longtemps aussi professeur d'histoire à l'ENS et à l'EPHE, l'École pratique des hautes études.
et membre de l'École française de Rome en 1989 et les années qui ont suivi, ce qui montre qu'il a aussi beaucoup d'expertise sur l'Italie, le monde méditerranéen et la Grèce. Et il a écrit plusieurs livres, notamment sur la naissance de l'Italie contemporaine. Alors, nous avons aussi Madame Eva Nguyen Bin, qui dirige l'Institut français. Elle travaille en lien avec les 98 instituts français, les 386 alliances françaises. Et elle a aussi une expérience à l'international très importante, puisqu'elle a été ambassadrice de France au Cambodge, directrice de l'Institut français du Vietnam, de 2013 à 2017. Elle a travaillé à la section Amérique du MEAE et elle a aussi fait des études à la Edmund Walsh School of Foreign Service à Washington, D.C., qui a été créée en 1919 et qui est la plus ancienne école d'affaires internationales des États-Unis. Enfin, nous avons Malik Ndiaye, qui a été directeur artistique de la Biennale d'art contemporain de Dakar en 2022. Il est docteur en histoire de l'art, spécialiste de l'art contemporain, notamment africain. Il a travaillé comme chercheur à l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art à Paris. Et aujourd'hui, il est chercheur sur l'art contemporain à l'Institut français d'Afrique noire et secrétaire général d'ICOM Sénégal et spécialiste. Et surtout, il dirige le musée Théodore Monod de Dakar. Donc, il est directeur de ce musée et spécialiste du sculpteur sénégalais Ousmane Sow. Alors, comment tous les trois, on peut déjà donner quelques idées, comment avez-vous œuvré à promouvoir ce rayonnement culturel de la France, aussi bien en France qu'à l'étranger, au cours de votre riche parcours sur des terrains variés? Je donne tout d'abord la parole à Monsieur le Président Gilles Pécou. Merci. Merci à l'Académie diplomatique, merci à Chloé Morel de m'avoir invité comme témoin de l'arme des faibles. Et en effet, c'est assez bien choisi, puisqu'un professeur en sciences humaines et un représentant de bibliothèque n'est pas l'incarnation naturelle de la force dans une relation de réel politique. Néanmoins, ce que vous voulez que nous disions, c'est évidemment le contraire, c'est montrer que le soft power, ça n'est pas l'arme des faibles. Alors je dois dire que c'est d'abord en recourant à mon expérience d'historien plus qu'à ma toute petite expérience d'ambassadeur ou à ma mission actuelle de président de la Bibliothèque nationale que je voudrais vous répondre. À vous qui êtes historienne, et je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui l'êtes également, et à l'ensemble de l'auditoire. En répondant tout simplement que, très schématiquement, l'histoire contemporaine et moderne nous rappelle le lien étroit, structurel, dissociable qu'il y a entre l'affirmation de la puissance étatique, la plupart du temps, et une politique culturelle, un rayonnement culturel. Sous l'Ancien Régime, en France, on appelle ça la politique des arts, et il n'est pas étonnant que l'on ait à cœur souvent, même actuellement, j'en parle devant mes collègues et amis diplomates, de choisir Versailles, par exemple, qui est une parfaite incarnation de ce que fut la politique des arts sous l'Ancien Régime, comme lieu de représentation de notre pays. Au XIXe siècle, on appelle ça les politiques culturelles, et la culture, le rayonnement culturel, je me contenterai de commencer par dire cela, est évidemment indissociablement lié à la politique de puissance. Bien loin de l'idée d'une arme faible. Elle est liée à la politique de puissance, je dirais, il est lié à la politique de puissance par excès et par défaut. Par excès, parce qu'après le développement des politiques culturelles au XIXe siècle, enfin depuis les lendemains de la Révolution française, très souvent, l'idée du rayonnement culturel d'un État est associée au concept d'hégémonie, puis d'impérialisme culturel. L'historien du social et historien du monde intellectuel qui est Christophe Charles, lorsqu'il pose la catégorie de société impériale, pour la fin du XIXe et le début du XXe siècle, jusqu'à la guerre de 14 et même l'entre-deux-guerres, il considère que la culture, dans une approche globale, production intellectuelle, production artistique, habitus quotidien aussi, qui relève d'une culture de masse, sont la base d'une forme d'impérialisme et de pénétration. Donc c'est tout sauf l'arme des faibles. C'est d'abord un peu trop l'arme des puissants d'ailleurs, puisque cela induit une relation de force qui est souvent une relation conflictuelle.
par défaut, disais-je, parce que c'est aussi très, très fréquent de considérer que la culture, c'est ce qui justifie l'intervention d'un tiers, d'un État ou d'un groupe de personnes dans un autre pays qui est en situation d'infériorité, au nom d'un héritage culturel commun. Je ne prends qu'un exemple. Le 19e siècle est parcouru, du début à la fin, par un phénomène extrêmement important qui est le philhellénisme, l'amitié pour les Grecs. On va se battre pour les Grecs, on va défendre les Grecs, ou on va faire de l'érudition en Grèce. Pourquoi y va-t-on d'Occident ou d'Europe occidentale? On y va au nom de la culture commune, mais en postulant l'idée que les Grecs contemporains ne sont pas à la hauteur des Grecs anciens. Donc c'est cela que je définis comme une relation par défaut. Donc, qu'elle soit relation par excès ou relation par défaut, la relation entre culture et rayonnement étatique ou puissance est une relation historiquement, puis on en arrivera tout à l'heure sans doute à nos propres expériences. En tout cas, moi j'évoquerai ma petite expérience d'ambassadeur et mon expérience et ma mission de président à la bibliothèque, mais qu'elle soit par excès ou par défaut, cette relation est essentielle et elle est tout, sauf une relation minimale et une relation d'arme du faible. Nous reviendrons sur le concept, la catégorie de soft power, tout simplement en relisant Joseph Nye. Et pour Joseph Nye, là aussi, c'est tout sauf l'idée que ce sont les faibles qui la détiennent. Voilà ce que je voulais dire en prémisse un peu historique, mais je le reconnais très général et très schématique. Donc, Madame Nguyen Binh. Merci beaucoup Chloé. Merci à toutes et tous d'avoir pris du temps pour venir assister à cette table ronde. Je voudrais juste vous dire combien ça nous fait plaisir de vous voir aussi nombreux dans cette salle, dans les couloirs, et de prendre du temps pour échanger avec nous et faire connaître ce qu'on fait, et puis répondre à vos questions. J'ai envie de dire, c'est une rentrée exceptionnelle. Voilà, donc moi je suis, comme l'a dit Chloé, présidente de l'Institut français. Je suis aussi à ce titre ambassadrice pour la politique culturelle extérieure de la France. Je suis diplomate de carrière. Donc Chloé a commencé en nous demandant ce qui, dans notre parcours, a fait que nous sommes devant vous aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, au ministère des Affaires étrangères, il y a plusieurs dominantes qu'on choisit de façon consciente ou pas. Et moi, c'est vrai qu'à un moment assez tôt dans ma carrière, j'ai choisi la voie de la dominante de la coopération. La coopération qui peut être universitaire, de développement et aussi culturelle. Donc ça fait des années et des années que je suis dans la coopération culturelle et j'ai dirigé l'Institut français du Vietnam. J'ai été dans les services aussi du ministère des Affaires étrangères à Paris sur ces sujets. Et depuis 2021, je préside l'Institut français qui est basé à Paris, qui dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture et qui œuvre à la promotion de la culture et de la langue française partout dans le monde et aussi au dialogue interculturel et à la diplomatie culturelle, la coopération culturelle internationale avec l'ensemble, le réseau culturel français à l'étranger, les ambassades, les instituts français, les alliances et puis l'ensemble de nos partenaires, tant français que étrangers. Je voudrais juste dire en miroir de ce qu'a dit Gilles, d'abord, donc il a fait allusion à Joseph Nye. Je voudrais juste rappeler que c'est donc Joseph Nye, cet universitaire américain qui a inventé le concept de soft power dans les années 90, qui est, et je pense que vous le savez, mais on ne sait jamais, l'été est pourtant passé par là, la définition, c'est gagner les cœurs et les esprits par des moyens autres que la pression et la coercition. Je pense que c'est vraiment extrêmement important. Donc en effet, il y a différents éléments de soft power et la culture en est un extrêmement fort. Est-ce que le soft power, c'est exactement la même chose que la diplomatie culturelle ? Je pense que tout ça se discute. En tout cas, tout le monde apprécie le concept de soft power parce qu'on le comprend extrêmement vite, extrêmement fort. En France, on a la diplomatie culturelle, on a la politique de rayonnement, on a la politique d'influence. Voilà, suivant ce que vraiment on veut exprimer, on utilise différents termes. Et c'est vrai que, si vous voulez, donc si la question, on y reviendra plus tard en détail, mais la question est est-ce que le soft power est l'arme des faibles ?
Eh bien, je serais comme mon collègue, je dirais tout de suite non. Bien qu'en France, on nous apprend toujours à dire grand 1, oui, grand 2, non, grand 3 peut-être. Moi, je vous dis non. Mais, j'ai pas trop, je veux pas monopoliser la parole, mais on a vu au cours de l'histoire, et on le voit aujourd'hui, on peut citer les États-Unis, évidemment la France, ça fait partie, nous, de notre ADN. Je pense que c'est très fort dans notre culture en tant que Français, d'avoir la culture en tant que secteur comme, je dirais, une part très forte de nos relations avec les autres pays. Donc ce n'est pas réservé aux faibles, et heureusement. En revanche, des pays qui à un moment se sont trouvés faibles se sont brillamment emparés du concept de soft power. On pourrait citer la Corée du Sud, qui à un moment dans les années 90, alors qu'elle était mise sous tutelle par le FMI, humiliation nationale en Corée du Sud, s'est dit mais comment est-ce que je mets le nom Corée du Sud sur la carte mondiale? Comment est-ce que je construis l'image de mon pays? Donc il y a aussi un concept qui s'appelle le nation branding, pardon, c'est de l'anglais, mais qui est extrêmement fort. C'est comment on construit l'image de son pays. Et un pays qui, à l'époque, était très faible, est devenu aujourd'hui un pays où, et je pense que dans la salle, il y en a beaucoup qui sont attirés par la Corée du Sud, un pays qui rayonne en termes de culture, mais c'est qu'il l'a construit. Il a construit ce soft power culturel de façon déterminée depuis les années 90. Je terminerai juste pour dire que nous, en France, ça fait depuis des siècles, Gilles parlait de la diplomatie des arts, mais ça fait depuis des siècles qu'on utilise ou qu'on promeut la culture comme outil de dialogue avec les autres. C'était aussi une façon, honnêtement, à un moment, de montrer que la culture française était quand même bien meilleure que les autres. On n'en est plus là aujourd'hui. Et je dois dire que c'est vraiment aussi une question d'héritage historique et culturel. Tous les pays ne choisissent pas de développer la culture comme une arme de soft power. Ils choisissent d'autres vecteurs. Docteur Malik Ndiaye. Merci beaucoup Chloé, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que tout à l'heure, il y avait un lapsus sur l'Institut fondamental d'Afrique noire, qui est l'ex-Institut français d'Afrique noire. Et je pense que ce lapsus traduit justement la réponse à la question qui est posée, parce que l'IFAN, qui est l'Institut français d'Afrique noire, créé en 1936 à Dakar, qui fédérait un peu tous les pays de l'Afrique occidentale française à l'époque, est devenu en 1966 l'Institut fondamental d'Afrique noire, qui est l'institut de recherche où je suis à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, la raison pour laquelle l'IFAN a été créé rejoint un peu la question qui nous est posée. Parce que l'IFAN a été créé à l'époque pour faciliter les échanges, surtout sur le continent au point de vue scientifique, mais également pour avoir une meilleure connaissance des productions culturelles, naturelles sur le continent et principalement à Dakar. Alors, cet IFAN aujourd'hui est une arme, je dirais même, entre guillemets, de diplomatie, dans le sens où on continue un peu le travail qui a été fait, d'être une plateforme de réception, de circulation, de mobilité des chercheurs, qu'ils soient venus d'Europe ou d'Afrique d'ailleurs, et qui produisent des connaissances et des savoirs afin de mieux comprendre un peu la marche du monde. Alors, l'IFAN aujourd'hui est dans un pays qui est le Sénégal, qui n'est pas un pays très riche, très puissant au point de vue économique, militaire, etc., mais qui est un pays qui est connu grâce à une volonté politique de son premier président, qui est le président poète Léopold Sédar Senghor, et qui a très tôt dans les années 60, 70, 80 développé une politique culturelle très dynamique et qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal, au point de vue culturel, n'est pas un pays anonyme. Et cette politique a été promue grâce à pas mal d'initiatives, d'équipements qui étaient mis en place. Mais surtout, il y a un festival dont on parle encore, organisé en 1966, qui est le premier festival mondial des arts nègres, qui fait suite à pas mal d'événements qui se sont déroulés ici en Europe et en Afrique. Notamment ici, il y avait la conférence, le congrès des écrivains artistes noirs en 1956
et en 59 à Paris et à Rome, et d'autres événements en Afrique, notamment au Zimbabwe. Et ces initiatives posées par Senghor ont fait du Sénégal, mon petit pays sur la carte, un pays fort au point de vue culturel. Mais évidemment, quand on dit que c'est une boutade, hein, l'arme des faibles, je dirais que c'est l'arme des faibles quand un pays utilise la culture comme de manière expansionniste, c'est-à-dire de manière unilatérale. L'arme des forts quand effectivement cette influence et ce rayonnement est au service d'une diversité culturelle, du dialogue, et des échanges et d'une compréhension mutuelle. Donc ce sens commun-là, je pense que quand on va dans une politique publique extérieure en utilisant la diplomatie culturelle et la science et tout le rayon de moyens et de support au service de soft power, je pense que si l'on l'utilise intelligemment, eh bien, on s'éloigne justement de ce hard power et puis ça devient véritablement une arme qui est l'arme des forts. Donc aujourd'hui, le Sénégal, cela continue à utiliser cette arme avec la Biennale de l'art africain contemporain, créée depuis les années 90, et qui est un rendez-vous culturel mondial. Et c'est ça l'avantage, parce qu'à chaque Biennale, Dakar devient la capitale culturelle mondiale. Et bien évidemment, cela entretient un climat de confiance pour que les investisseurs, au point de vue économique, et que d'autres institutions internationales veuillent s'implanter au Sénégal. Mais au-delà de cela, il y a cet impact, ce capital culturel immatériel, hein, qui fait que Dakar résonne, le Sénégal résonne de manière positive. Et je pense que tout cela, c'est grâce à la culture. Et eh bien oui, c'est le soft power, c'est l'arme des forts. Merci. Alors, Monsieur le Président, Gilles Pécou, vous pouvez sûrement nous parler de la promotion de la culture française à travers toutes vos expériences, comme l'École française de Rome, l'ambassade de France à Vienne, le fait aussi de travailler à la promotion de l'éducation, démocratisation culturelle en tant que recteur, et l'École normale supérieure, la BNF, tous ces instruments de promotion de la culture française au niveau très large. D'une certaine façon, vous venez de définir le grand périmètre d'action de ma voisine, mais de l'Institut français, de toute notre diplomatie culturelle et scientifique. J'ai essayé tout à l'heure de vous répondre comme prof d'histoire. Là, je vais essayer de vous répondre comme éphémère diplomate. Et puis tout à l'heure, peut-être, si le temps m'en est laissé, comme nouvellement au poste de président de la bibliothèque. Comme diplomate, en reprenant ce qu'a dit ma voisine, là aussi, sur Joseph Nye. C'est facile de retourner au texte, surtout quand on est dans une bibliothèque, et je signale d'ailleurs à vous toutes et à vous tous que toutes les œuvres de Joseph Nye sont à la Bibliothèque nationale de France. Parce que la Bibliothèque nationale de France ne reçoit pas simplement le dépôt légal de tout ce qui est publié en France, et c'est un élément qui est une façon de vous répondre également, mais acquiert ce qui est publié dans d'autres langues et à l'étranger, et la Bibliothèque nationale de France est troisième bibliothèque du monde, une des bibliothèques qui acquiert le plus de publications en langue étrangère, et donc avant que Nye ne fût traduit, il avait déjà sa place sur les rayonnages de la Bibliothèque nationale. Alors revenons à Nye. Nye pose ce concept qui a été évoqué et déjà défini de soft power. C'est pas tant, d'ailleurs ça n'a pas été dit, c'est pas tant une modalité nouvelle de la puissance qui est définie par Nye, mais c'est une nouvelle nature de la puissance, ce qui n'est pas la même chose. Comme tu l'as dit, comme l'a dit Mme Nguyen, ce que dit Nye, c'est que la puissance a changé de nature et n'a plus, pour être efficace et durable,
à être seulement tangible et concrète et coercitive. Elle doit être très attentive à l'intangible, justement, et au contraire de la coercition, qu'il définit en anglais comme la cooptation, mais qui veut dire la faculté d'entraînement, le fait de pouvoir être imité, ce qui a été dit. Et ça, c'est important pour moi, et ça a été important pour moi comme ambassadeur, parce que m'interrogeant sur les fondements de cette puissance, j'ai été nommé ambassadeur, je n'étais pas diplomate de carrière, ce n'est pas nouveau de nommer comme ambassadeur des personnes qui ne sont pas diplomates de carrière, ce n'est pas une invention récente, ça fait très longtemps que la France le fait, en nommant des universitaires ou, ce qui n'est pas mon cas, des artistes ou des écrivains. Donc, je ne l'étais pas et je me suis surtout appliqué d'abord justement à faire ce que je savais, c'est-à-dire à développer la diplomatie scientifique, ce qui m'avait été donné comme feuille de route, d'ailleurs, la diplomatie culturelle, la diplomatie littéraire, et j'ai bien pris connaissance de tout ce que faisait Eyabedi Naï à ce propos. Et il m'est apparu que pour Naï, comme cela a également été dit par l'ensemble des intervenants, que pour Naï, il n'y avait pas que la culture comme forme de soft power. Son approche est l'approche d'une puissance, d'une nouvelle nature, et deuxièmement, est une approche globale dans laquelle le rayonnement culturel est une partie du pouvoir de ce soft power. Quelles sont les autres parties? Elles sont bien connues, c'est le poids des valeurs politiques, l'image des valeurs politiques et d'un pays ou d'un État, et deuxièmement, son image internationale, son image de leadership, pour le dire en bon français, international, et enfin le rayonnement culturel. Or, je suis ambassadeur à Vienne, j'ai la chance d'être ambassadeur à Vienne, au moment où est lancée la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ce qu'on appelle la PFUE. Vous vous le rappelez peut-être, 1er septembre 2022. Eh bien, vraiment, sans faire de lecture automatique, systématique, la PFUE est une preuve, mais alors presque algébrique, du fait que le soft power est tout sauf marginal et est central. Quels étaient les piliers de la PFUE à l'époque, qui étaient réaffirmés? La souveraineté, la place de la France au niveau international et surtout de l'Europe, la souveraineté européenne, une nouvelle vision réconciliée du développement économique et du développement environnemental, et ce que l'on appelait le sentiment d'appartenance, ce que l'on appelle toujours ce sentiment d'appartenance européenne. Excusez-moi, mais si là, on n'a pas une image de ce... Alors évidemment qu'on a traité de hard power, qu'on a traité naturellement dans l'autonomie stratégique de tout ce qui concernait la souveraineté européenne militaire, qu'on a traité d'éléments économiques, mais toujours en considérant que le terminus ad quo, c'était le soft power, et que le soft power n'était pas le terminus ad quem. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'alors, la culture, ou le soft power, c'est ce qui arrivait après. Mais là, c'est ce qui était initial. Ça m'a beaucoup frappé, y compris dans ma pratique diplomatique. Avec cela, c'est le dernier point que je voudrais indiquer comme diplomate, il m'est apparu que les diplomates qui sont ici présents le diront mieux que moi, ou alors infirmeront ce que je dis, mais il nous apparaît que le multilatéralisme, la diplomatie multilatérale, est une diplomatie qui prend de plus en plus d'importance, ce n'est pas nouveau là aussi, et le soft power, dans les divers sens que j'ai évoqués, est au cœur, véritablement, est un moteur, une dynamique de ce qu'est notre diplomatie multilatérale. Je ne parle même pas de la francophonie en présence de l'Institut français ou du représentant d'un pays important de la francophonie. Je me contente de rappeler ces deux chiffres que j'ai toujours à l'esprit. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est 17,5% de la population mondiale et 16,5% de la richesse brute du monde. Si après cela on considère que c'est négligeable, c'est que l'on n'a pas véritablement une bonne conception de ce que sont les équilibres multilatéraux. Voilà ce que je voulais dire comme ambassadeur, et puis on parle de la bibliothèque si on a le temps
tout à l'heure. Merci beaucoup, oui, tout à l'heure. Et Madame l'ambassadrice, alors est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience au Cambodge et au Vietnam? Comment ça se passe de faire la promotion de la culture française dans des pays dont la France est l'ancien pays colonisateur? Peut-être ça peut être un peu difficile. Et plus largement, depuis que vous êtes à l'Institut français, comment se passent quels sont les différents canaux, les différents vecteurs pour promouvoir par des tas de vecteurs différents la culture française dans le monde? D'abord, très concrètement, on travaille avec les instituts français ou les alliances françaises. Alors, je suis sûre que vous allez me demander quelle est la différence entre un institut français et une alliance française. C'est toujours ce qu'on me demande. Il faut bien voir qu'un institut français, c'est comme un service d'ambassade, avec une autonomie budgétaire. Voilà, c'est un service d'ambassade qui prend une forme un petit peu particulière. Une alliance française, c'est une association de droit local. C'est-à-dire que l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères soutient un bon nombre d'alliances françaises, mais ne les dirige pas. Mais on considère que tout ça fait partie d'un réseau, du même réseau qui est le réseau culturel français à l'étranger. L'Institut français tel qu'il est aujourd'hui est l'héritier d'une institution qui s'appelait l'Association française d'action artistique, qui a été créée en 1922. C'est pour vous donner aussi la profondeur historique des choses. Les alliances françaises, en tout cas les premières, ont été créées dans les années 1850. Et donc, je rappelle cette histoire parce qu'il y a des zones où il y a des pays où il y a des alliances françaises et pas d'institut français. Parce que l'histoire a fait que, traditionnellement et historiquement, il y a beaucoup d'alliances françaises en Amérique latine, il y a moins d'instituts français. Il peut y avoir les deux d'ailleurs, mais on essaie de ne pas se marcher sur les pieds. Et puis, il y a des pays où il n'y a pas beaucoup d'alliances françaises. Au Vietnam, il n'y a pas d'alliance française. Aussi, il y a des pays qui ne reconnaissent pas les associations de droit local. Type loi 1901, mais vous savez, il y a beaucoup de pays où ces associations ne peuvent pas exister en tant que telles. En tout cas, les instituts et les alliances œuvrent, je dirais, dans un même objectif, œuvrent pas totalement de la même façon, mais dans un même objectif qui est la promotion, et on pourrait dire faire connaître la culture française et la langue française, et puis organiser le dialogue interculturel. Et donc, ça prend la forme finalement d'un centre culturel avec des cours de langue française, qui sont quand même un grand pilier de l'activité du réseau culturel français à l'étranger. Des cours de langue française, des bureaux d'information sur les études en France, salles d'exposition, salles de cinéma, médiathèque. Souvent, il est adossé un café, un restaurant avec de la cuisine française. Donc, vous voyez, c'est un lieu ouvert au public qui, je dirais, par toutes sortes de moyens, fait connaître la culture française. Et nous, notre rôle, c'est de soutenir, en fait, par des programmes dédiés, eh bien, la visibilité à l'international. Ça peut être par des tournées, ça peut être par des expositions, des créateurs et des créatrices français. Et puis, de former les personnels des instituts et des alliances françaises. Je donne un exemple. Vous êtes directeur des cours de français dans un institut français ou dans une alliance française. Nous avons des programmes de formation pour vous. Vous voulez partir comme attaché culturel, je dis n'importe quoi, en Inde, nous allons vous former avant votre départ. Vous êtes directeur d'un institut français, vous voulez créer une résidence d'artistes dans votre pays, nous allons vous accompagner, vous dire comment on crée une résidence d'artistes, comment on la maintient, on va vous donner un petit peu de soutien budgétaire, on va organiser des échanges avec les autres collègues du réseau qui ont déjà cette expertise. En fait, très concrètement, c'est ça. Il se trouve aussi que l'Institut français organise et opère le pavillon français de la Biennale d'art et de la Biennale d'architecture de Venise, organise les saisons culturelles, France, autre chose. En ce moment, c'est la France et le Brésil. Demain, il y aura une séquence sur la saison brésilienne. Je vous y invite. Donc, on a beaucoup de programmes dédiés. Et je dirais que une spécificité française, alors ce n'est pas une spécificité que française, mais je trouve qu'il faut le souligner, c'est qu'on est présent quand même dans tous les secteurs de la création culturelle et puis aussi de la culture en général. Parce qu'on pourrait parler aussi de la diplomatie des musées, par exemple.
Et Malik pourra aussi détailler ça. Donc, que ce soit le livre, que ce soit le cinéma, que ce soit la danse, le théâtre, je pourrais même dire le nouveau cirque, les marionnettes, le jeu vidéo maintenant, le design, les métiers d'art, etc., etc., nous avons des programmes dans tous ces secteurs. Donc la palette est extrêmement large. Il y a des pays qui choisissent des secteurs. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire quand même aussi, c'est que les modèles de soft power culturel sont extrêmement différents d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, c'est un modèle privé. En France, c'est un modèle public. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acteurs privés. Mais en revanche, c'est un modèle très public. Je parlais de la Corée du Sud tout à l'heure. C'est vraiment une vision du président sud-coréen, mais qui a mis en marche son administration et son secteur privé dans une alliance. On pourrait parler de l'Arabie saoudite avec la vision 2030, qui est vraiment une vision des dirigeants saoudiens et qui mettent en ordre de bataille tout leur appareil administratif, tout leur appareil public pour, je dirais, développer leur soft power culturel. Ils s'appuient aussi sur des privés, mais il y a une impulsion publique. Donc voilà, on a énormément de programmes. Il y a aussi d'autres opérateurs. Opérateurs, ce sont des émanations de l'État, comme le Centre national du livre, le Centre national de la musique, le Centre national du cinéma, etc., etc. Nous travaillons, nous, Institut français, au carrefour de tous ces opérateurs pour promouvoir la culture et la langue française à l'étranger. Mais j'ajoute aussi que nous, et quand Gilles disait qu'on parle de diplomatie de valeur, je pense que c'est extrêmement vrai et extrêmement fort. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche à faire aussi, et de plus en plus, c'est le dialogue interculturel. On n'est plus dans le temps où on cherche à imposer la culture française dans un modèle vertical, dominant, de suprématie. On est vraiment dans un modèle de dialogue, de partenariat d'égal à égal, où chacun y trouve quelque chose. Donc on peut aussi amener de l'expertise. Un pays nous dit, moi j'ai une filière musique que j'aimerais développer, mais je ne sais pas forcément comment, j'aimerais bien avoir votre expertise. On va aller aussi beaucoup sur, je dirais, de l'expertise et pas forcément des projets en propre. Alors, je dis ça, sur le terrain, certains peut-être vont me dire, ah bah oui, mais non, mais quand même dans tel pays, on voit bien que vous êtes dominant là. Bon, il y a une histoire derrière tout ça, mais les choses bougent et changent énormément. Merci. Alors, docteur Malik Ndiaye, on va parler de la décolonisation des musées. En 1978, le directeur général de l'UNESCO, Amadou Matarembo, qui était sénégalais, avait fait un appel solennel pour la restitution des objets d'art détenus dans les musées, des objets d'art africains détenus dans les musées occidentaux. Et depuis, donc ça a continué ce mouvement. Il y a eu un rapport gouvernemental, Savoie en 2018. Il y a eu un film, Dahomey, sur ce thème-là récemment. Où en est-on, vous qui êtes directeur de musée, de cette question de la restitution des œuvres d'art de la France à l'Afrique, de l'Occident à l'Afrique, et quelle est la position la plus juste à avoir sur cette question d'après vous? Bon, pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup, mais, mais je me réjouis que l'on aborde cette question de la diplomatie culturelle, surtout parce que, en fait, la question de la restitution peut-être est un prétexte qui va stimuler, et qui stimule d'ailleurs, les échanges entre musées, la coopération muséale. Je rappelle qu'en 2023, au mois de février 2023, il y a eu une réunion au Musée des civilisations noires à Dakar de 60 directeurs de musées africains et européens qui ont signé la déclaration de Dakar pour la mobilité, pour les échanges entre musées, pour les expos itinérantes, pour la formation, le transfert de compétences, etc. Et je pense que le débat sur la restitution n'est pas extérieur à ce moteur, à cette stimulation. Donc, le côté positif de ce débat, c'est que du côté africain, les pays vont de plus en plus considérer et renforcer leur politique muséale, aider les musées et mettre plus de moyens. Au point de vue international, il y a eu plus de débats, d'échanges, de conférences, de bourses même, de création de postes dans les musées pour la recherche de provenance, mais surtout une coopération accrue depuis quelque temps. Et je rebondis sur ce qu'a dit Eva tout à l'heure, parce que
il y a 3 ans, en fait, depuis 3 ans, je pense que l'institut avec lequel on a le plus travaillé, c'est l'Institut français, avec l'ambassade de France, où on a un programme de formation sur la médiation culturelle, sur la scénographie et sur la numérisation. Avec l'appui de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, qui est l'opérateur technique, et il y a eu des formations. Bon, les équipes viennent régulièrement à Dakar, nos équipes viennent régulièrement à Paris. Et je discutais avec une dame qui gère le volet médiation, qui m'a dit que, mais vous savez, ce que nous apprécions le plus dans cette coopération, c'est que nous aussi, on vient pour apprendre. La manière dont vous faites la technique de la médiation culturelle dans les musées, nous, on a besoin aussi de comprendre. Et je pense que ce qui a changé, et ça, c'est une grande avancée. Je disais tout à l'heure que le soft power devient l'arme des faibles quand il y a une expansion unilatérale, quand il y a je dirais même, coopération verticale où on ne consulte pas les autres, même quand on veut financer certains secteurs. Et dans ce cas de figure, il y a eu une concertation sur nos besoins, sur les axes sur lesquels nous voudrons qu'on intervienne, parce que le modèle qu'on a, c'est qu'on recrute des personnes qui sont à l'université pour agir dans les musées, mais qui n'ont pas nécessairement une formation muséale. Et donc, je pense que cette formation nous a beaucoup aidés. Et cela montre aussi qu'il y a une évolution quand même dans les modèles de coopération internationale. Et je terminerai par le fait que aussi, on en a profité pour monter une microfolie, le musée numérique, donc depuis quelque temps, qui booste un peu la médiation avec les scolaires. Mais le musée Théodore Monod que je dirige, qui est à l'intérieur du département des musées, formé de 3 musées au sein de l'Institut fondamental d'Afrique noire, un institut de recherche à l'intérieur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, n'est pas très connecté au centre de décision du pouvoir à Dakar, mais quand même joue un rôle dans ce soft power, dans cette diplomatie culturelle assez fort. Il y a une exposition au Louvre Abu Dhabi cette année, Roi et Reine d'Afrique. Le Louvre Abu Dhabi. Alors, Abu Dhabi en tant que tel, les Émirats, c'est un exemple extraordinaire. On a parlé de la Corée, on a parlé de la France, mais Abu Dhabi, c'est énorme ce que cela représente en termes de coopération et de soft power. Alors, nous avons collaboré avec le Louvre Abu Dhabi pour monter cette exposition Roi et Reine qui donne un rayonnement également sur l'histoire de l'Afrique. Pour la première fois dans cette zone de la carte du monde, il y avait une exposition de cette envergure sur ce thème, une zone où l'Afrique était mal connue, l'Afrique contemporaine, je veux dire. Et récemment, il y a une expo, si vous avez le temps, qui va jusqu'au, je pense, quelques jours là, au mois de septembre, clôturée, c'est l'expo Bassari, que nous avons co-organisé avec le musée dauphinois à Grenoble, entre les départements de l'Isère et de la région de Kédougou, dans le Sénégal oriental. Et alors, nous aussi, le musée, nous sommes au cœur de cette exposition, au point de vue curatorial, et dans le fait qu'on prête des objets. Donc, c'est un petit musée, mais quand même, qui se retrouve au centre de tout ce réseau de coopération et de mobilité. Et je voudrais saluer également le travail que nous faisons avec l'Institut français et avec l'ambassade de France au Sénégal. Oui, merci. Merci. Oui. Je n'ai pas demandé à Malik de parler en bien de l'Institut français, mais je suis contente de voir que nos efforts se voient. Je voulais juste rebondir sur la question des restitutions. Je pense que c'est une question passionnante. Et juste pour dire, les choses avancent pas aussi vite qu'on aimerait, mais elles avancent. Moi, je voudrais juste dire que quand j'ai commencé ma carrière et qu'il y avait des demandes de restitution des crânes maoris, etc., le totem absolu, c'était l'inaliénabilité des collections. C'est-à-dire, une fois qu'un objet est dans une collection d'un musée, on n'y touche plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années, il y a eu la restitution des trésors d'Abomey. Vous savez qu'il
qui ont quitté le musée Branly pour repartir au Bénin. Bénin qui a choisi la culture comme je dirais, vecteur de développement et aussi comme vecteur de soft power. Il y a eu aussi un accord avec la Côte d'Ivoire sur le tambour parleur, le Djidji Ayokwe. À la fin de l'été, fin août, il y a eu des restitutions, Madame Rachida Dati, Monsieur Mohamed Tani Sohili. Et à la Bibliothèque nationale, le premier objet culturel restitué en application de la loi récemment votée, c'est un livre qui a été restitué à la Bibliothèque nationale de France. Et ce que je voudrais dire, je voudrais juste vous recommander un livre. Et évidemment, comme j'ai l'Alzheimer précoce, le titre du livre m'échappe. C'est un livre de Bénédicte Savoie. Vous googlisez ça, vous trouverez tout de suite. C'est en fait un livre extraordinaire sur tous les biens d'un pays qui se retrouvent par les, entre guillemets, les jeux de l'histoire dans un autre pays. Ça peut être des collections grecques, des monuments grecs qui se retrouvent au Royaume-Uni. Mais ça peut être aussi le Djidji Ayokwe qui se retrouve en France. Et je dois dire que vous avez dans ce livre tous les éléments sur la complexité de la question des restitutions, mais aussi tous les éléments pour vous permettre de décentrer complètement les regards. Moi, je suis née, j'ai grandi en France, je fais la promotion de la culture française. Nous avons appris à regarder les choses dans un certain sens, dans un certain regard. Et c'est normal, et tout le monde vit ça dans son pays. Avec ce livre, je trouve qu'on voit comment les choses peuvent être regardées de tous les angles différents, comment la question, par exemple, du tambour parleur ivoirien peut être regardée par les Ivoiriens, alors que nous, on y voit un tambour qui est au musée Branly, et ce n'est pas du tout comme ça que c'est vu. Mais on voit comment des frises grecques se retrouvent au Royaume-Uni et que ça pose un problème géopolitique et culturel. C'est absolument passionnant. Et vous y verrez la complexité de la question. Et moi, je trouve que traiter cette question aujourd'hui, c'est une avancée gigantesque, même si, je rejoins Malik, ça ne va pas encore aussi loin et aussi vite que beaucoup de monde l'espérerait. Oui, tout à fait. Donc, vous avez évoqué la Grèce, tous les deux. Effectivement, depuis 1986, la Grèce réclame la restitution des marbres d'Elgin, c'est-à-dire des frises du Parthénon, qui sont au British Museum à Londres. Donc, ça peut concerner des pays... Là, en rappelant cela, vous illustrez la complexité du problème des restitutions non strictement coloniales, puisque les marbres du Parthénon, ils ont été cédés, sauf qu'ils n'ont pas été cédés par les Grecs, mais ils ont été cédés par les Turcs pendant l'Empire ottoman. Il y a un firmament qui légalise. Et donc, cela nous oblige à rappeler que la loi d'une époque n'est pas forcément intemporelle. Par ailleurs, l'exemple de Bénédicte Savoie est extraordinaire parce qu'il nous montre qu'en France, à la fois dans l'historiographie, mais aussi dans les pouvoirs publics, on a une approche des restitutions qui a une approche historique sur le temps long. Bénédicte, qui est comparative et qui restitue tout cela dans le temps long. Bénédicte Savoie, elle ne s'est pas mise à travailler sur l'Afrique du jour au lendemain. Elle est d'abord une historienne spécialiste des restitutions de la période napoléonienne. Et de la période napoléonienne pour l'Allemagne. Donc, qui montre que ce qui se passait à l'époque napoléonienne, qui se passait sur le continent européen, donne des jalons, sans tout comparer évidemment, mais donne des jalons d'approche et surtout une nécessité d'une approche dans le temps moyen ou dans le temps long. Je voudrais en profiter, moi, pour dire juste un mot sur ce que signifie, au-delà des restitutions, la Bibliothèque nationale de France dans notre diplomatie culturelle. La BNF, c'est la 3e bibliothèque du monde, avec la Bibliothèque du Congrès et la British Library. Alors on va dire après, ou la 2e ex aequo avec la British Library. On verra ça plus tard. C'est le premier établissement culturel français, ça a été dit, en termes d'agents, de budget, avant les grands musées, avant le Louvre, etc. Donc, ces missions sont des missions qui forcément contribuent ou participent du rayonnement international de la France. La mission de la Bibliothèque nationale, elle est patrimoniale, tout garder, tout conserver, dans les 4 grandes tours et dans les dépôts qui sont faits. Elle est scientifique, aider et supporter la recherche. Elle est de démocratisation de la culture. Ces 3 missions, elles peuvent avoir toutes 3
une illustration internationale, une illustration dans notre diplomatie. Et nous souhaitons, depuis quelques mois, et très clairement, même si cela a toujours été le cas, il est vrai, mais nous souhaitons développer vraiment cette vocation internationale de la bibliothèque comme vecteur de diplomatie culturelle, scientifique et patrimoniale. Comment fait-on? D'abord, on rencontre des homologues. La Bibliothèque nationale a vocation à multiplier les échanges avec toutes les bibliothèques du monde, les bibliothèques patrimoniales, les bibliothèques de dépôt légal, les bibliothèques nationales, même si elles ne sont pas exactement de même statut. Alors, il ne s'agit pas simplement de signer, hein, et nous le faisons avec nos ambassades, très souvent avec nos instituts, d'ailleurs, dans les postes, mais il s'agit de faciliter la mobilité des professionnels. Et croyez-moi, l'échange des professionnels, c'est aussi un élément très important de notre rayonnement, de notre diplomatie. Ensuite, la Bibliothèque nationale, deuxième élément, a vocation à être en appui, sans paraître pour autant dépréciée, véritablement en appui de la diplomatie d'influence de notre pays, qu'on va appeler diplomatie de réciprocité, comme cela a été dit. Ce n'est pas une influence unilatérale, un rapport de force, mais en appui de notre diplomatie, comme diplomatie d'attractivité, sur place, les lieux de la bibliothèque accueillent nos amis étrangers comme chercheurs, évidemment, mais aussi officiellement, grâce à la richesse des fonds documentaires. Je suis un peu confus de dire cela, mais il y a tout à la Bibliothèque nationale. Je ne suis pas pour grand-chose, mais il y a tout. J'ai découvert, moi, j'ai passé une grande partie de mon temps et de ma jeunesse à travailler à la Bibliothèque nationale, mais je ne savais pas le tiers du quart de ce qu'il y avait. En arrivant à sa tête, je me suis aperçu qu'il y avait le plus important dépôt au monde de jeux vidéo. Il y a le principal dépôt historique de jeux vidéo, ce qui veut dire qu'il y a tous les jeux vidéo qui servent les industries culturelles, qui servent les gens qui s'intéressent au design, et que notre diplomatie, et ça, les diplomates ici présents le savent, notre diplomatie s'est exportée en termes d'expertise avec un grand nombre de pays. Dans un certain nombre de pays où j'ai eu la chance d'accompagner des délégations officielles, on ne me fait pas forcément parler des manuscrits du XIVe siècle. Ça m'arrive, mais on me fait parler du fonds des jeux vidéo depuis qu'on sait que nous avons le plus grand fonds de jeux vidéo. Enfin, notre diplomatie est une diplomatie, une géopolitique du livre autour de la solidarité. La Bibliothèque nationale contribue véritablement au développement d'une diplomatie de solidarité à travers le réseau francophone numérique et tous les liens qui sont bâtis avec les pays francophones du monde entier, notamment le vôtre, grâce à des opérations de numérisation, grâce à des opérations d'expertise commune, mais aussi à travers l'aide des bibliothèques, et pas simplement des bibliothèques. C'est une diplomatie globale, puisqu'il y a beaucoup de choses à la bibliothèque, à travers l'aide d'institutions culturelles menacées dans des pays en guerre, l'Ukraine, au Moyen-Orient, dans des pays où les bibliothèques sont menacées, comme Haïti. Donc, autour des échanges professionnels, autour du partage documentaire, et notamment de la numérisation et de l'intelligence artificielle, et autour d'une chose que nous souhaitons particulièrement développer, qui fait partie de mes priorités, de nos priorités, qui est une géopolitique de la solidarité autour du livre et du document. Et croyez-moi, il y a des exemples concrets. Tout à fait. Et ce qui est important de retenir de tout ce qui a été dit, puisqu'on arrive vers la fin de cette table ronde, c'est que le soft power français, en fait, c'est pas l'idée aujourd'hui, c'est pas l'idée d'imposer la culture française un peu par la force ou de manière impérialiste aux autres pays. C'est vraiment à double sens, dans la coopération, comme vous l'avez bien expliqué. C'est de manière démocratique, de manière souple, et dans un échange et dans un respect des cultures de l'autre, et dans l'interculturalité, dans le dialogue interculturel, et dans un esprit de solidarité et de démocratisation. Ça, c'est très important. Donc, nous arrivons à la fin de notre table ronde. Peut-être si vous voulez conclure chacun par une phrase, éventuellement, ou une idée rapide. Sinon, on va vous remercier. Peut-être que j'ajouterai de la complexité à la complexité sur les restitutions. Il y a deux exemples. Il y a deux exemples de restitution pour le Sénégal pour l'instant. Il y a eu le sabre de El Hadj Omar Foutiyou Tall
qu'on a, en fait, c'est un prêt à long terme renouvelable. Bon, c'est une restitution, on peut l'appeler ainsi, qui se trouve au Musée des civilisations noires. Mais la famille de El Hadj Omar Tall n'est pas seulement au Sénégal. C'est une famille qui est dispersée dans les pays limitrophes du Sénégal. Alors, avant que le sabre ne vienne, on s'est posé la question, mais à qui restituer? Est-ce que c'est seulement le Sénégal qui est légitime ou bien la Mauritanie, le Mali, etc. Mais bon, l'expérience, en tout cas, cette étude de cas nous a montré que ça peut se passer très bien et que les familles omariennes, soufis religieuses, qui sont dispersées, se comprennent bien. Et puis, si quelques familles ont besoin de voir le sabre, ils peuvent venir à Dakar. L'autre exemple, c'est le musée Théodore Monod que je dirige, qui a eu la restitution d'un masque Mende par un galeriste bruxellois. Un masque qui avait disparu de nos collections dans les années 90 et qui s'est retrouvé là à Bruxelles. Et quand le galeriste s'en est rendu compte, il nous a approchés pour restituer le masque. Mais sauf que ce n'est pas un masque du Sénégal, c'est un masque de la Sierra Leone. Et des amis me posaient la question, me disent, mais vous, on vous restitue un masque maintenant, c'est à vous de le restituer à la Sierra Leone. Je dis, pourquoi pas? Donc, c'est des complexités comme ça, d'autres complexités qui peuvent s'ajouter à la question de la restitution. Mais je pense que, bon, pour le cas africain, je pense que ce ne serait pas comparable avec les objets qui se trouvent à l'extérieur du continent, parce que, bon, pour l'Afrique, ça peut, à mon avis, être un socle de ce développement d'une politique intra-africaine avec toutes les questions qu'on se pose sur la possibilité d'avoir des musées, de développer le patrimoine transfrontalier, etc. Je pense que c'est un socle plutôt qu'on peut mobiliser plutôt que le contraire. C'est un socle positif. Madame l'ambassadrice. Oui, peut-être en forme de conclusion, moi ce que je voudrais dire, c'est que d'abord la diplomatie culturelle, c'est une partie intégrante de la diplomatie. Deuxièmement, que c'est extrêmement utile à la, je dirais, pour mettre en valeur ou façonner l'image de la France à l'étranger. Et donc c'est très utile pour la France et pour les Français. Je voudrais aussi rappeler combien nous travaillons avec l'ensemble des acteurs culturels et artistiques de l'ensemble du territoire français. On n'est pas parisiano-parisien, on travaille avec toutes les collectivités locales, y compris ultramarines, parce que le sujet, c'est aussi de représenter la France à travers la diplomatie culturelle, la France telle qu'elle est, dans toute sa diversité, avec tous ses questionnements aussi. Et donc, voilà, je voudrais dire ça parce que comme nous, on travaille à l'international, on travaille à l'étranger. En France, on ne sait pas forcément ce que nous faisons. Et ça, je pense que c'est extrêmement important d'avoir des événements comme aujourd'hui. Et puis aussi, nous, Institut français, de vous dire à quel point ce que nous faisons, nous le faisons avec l'ensemble des acteurs du territoire et que ça rejaillit sur l'ensemble des territoires en France. Merci. Moi, je veux simplement rappeler que grâce à la diplomatie culturelle et à cette discussion sur la diplomatie culturelle, on se rappelle que l'histoire de la France est l'histoire d'un pays et d'une culture ouverte au monde. C'est peu de dire cela, mais c'est beaucoup, dès lors qu'une réflexion sur l'identité de la France s'ébauche parfois dans un autre sens, et celui-ci est très important, il convient de le rappeler. La deuxième phrase, qui n'est pas de moi cette fois, que je voudrais évoquer pour justifier cet investissement que nous faisons dans la culture au niveau international, c'est une phrase qui est attribuée de façon apocryphe à Jean Monnet, que vous connaissez toutes et tous, mais je veux quand même la citer, parce qu'en réalité, c'est une phrase de la rectrice Harweiler, qu'il attribue à Jean Monnet. Jean Monnet aurait dit si je devais recommencer, je commencerais. Si c'était à refaire, parlant de l'Europe, je commencerai par la culture. Eh bien, faisons nôtre cette phrase et dépassons même le seul horizon européen. Eh bien, merci à tous les trois pour ces échanges passionnants. Merci à vous.